Bonjour, bonsoir. Je viens de Nuit-Saint-Georges. J'ai pris 3 TER ce soir pour venir vous voir. Je suis assez émue d'être là pour une raison assez familiale. C'est que mon père est né à Nevers. J'étais jamais venue à Nevers. Et je me suis dit, bah ouais, pourquoi pas, aller voir les quelques rues, enfin en tout cas visiter un petit peu ce soir votre ville. Donc c'est pour ça que c'est assez amusant pour moi d'être là ce soir. Alors je m'appelle Marine Jacques Leflèvre, je suis une jeune architecte de 40 ans, j'ai 40 ans cette année, et je dirige avec mon conjoint une agence d'architecture à Nuit-Saint-Georges qui s'appelle Atelier Zéro Carbone Architecte, qui a été créée en 2009 et qui compte aujourd'hui 10 salariés. Donc je suis là ce soir pour vous expliquer un petit peu la philosophie de notre agence, les projets qu'on a mis en œuvre, notre combat quotidien pour poursuivre nos convictions. Voilà. Voilà, donc Emmanuel à droite et moi-même à gauche. On a monté l'agence, comme je vous l'ai dit, en 2009. Juste avant de monter l'agence, on n'était pas vraiment prédestinés à monter une agence. C'est parce qu'en fait, avant, nous avons habité pendant 4 ans en Angleterre. On a travaillé pour des agences d'architecture et puis en 2008, la crise financière est arrivée. Toutes les commandes se sont arrêtées et on est retourné chez papa et maman à la campagne. Mais en fait, on s'était forgé d'une super expérience. On a eu une première commande, puis une deuxième, puis une troisième. Et au fil des mois et au fil des ans, eh ben, l'agence a grandi, jusqu'à être aujourd'hui une agence qui très vigoureuse, très engagée et qui vit bien de ses projets. Donc nous, on est installés à Nuit-Saint-Georges, on est entre Beaune et Dijon. On travaille principalement en Côte d'Or. On va dire que 80% de nos commandes sont vraiment sont des projets locaux, hein, ce qui nous tient nous à cœur quand même particulièrement parce qu'on se déplace beaucoup sur nos chantiers. On est très très proche de nos clients. Comme on développe une architecture très poussée en termes de qualité de matériaux, on aime bien suivre nos projets de près parce que les mises en œuvre, il faut qu'elles soient bien maîtrisées pour que le projet fonctionne bien. Mais on va aussi jusqu'en Alsace. On a des projets en ce moment qui commencent en Alsace. Nous sommes allés jusqu'en Corse où on a construit une cuverie. Je suis revenue vivante, tout s'est bien passé. Je suis aussi en train de construire un projet à Chablis, qui est entre Paris et Nuit-Saint-Georges. Donc voilà, on commence à s'étaler un peu, mais il faut rester conscient que du coup ça nous fait perdre pas du temps, mais il faut quand même avoir cette capacité de rester très proche de son chantier, même quand c'est éloigné. Donc au niveau de nos commandes, nous on travaille principalement avec les entreprises. Et comme on est dans un milieu où il y a beaucoup de vignes, on travaille 70% de nos commandes, on va dire, ce sont avec des vignerons. 20% sont des commandes privées de type gîte, village senior, etc. Et puis nous avons quelques projets publics, mais très peu finalement. Et en ce moment, par exemple, nous sommes en train de faire une crèche à Chalon-sur-Saône. Voilà aujourd'hui la constitution de l'équipe. Nous avons des jeunes personnes qui sont souvent avec un double diplôme, architecte, ingénieur généralement, ce qui permet d'amener à l'agence des compléments de réflexion, des regards un petit peu transversaux sur la manière de construire l'habitat et un édifice. Voilà. Donc cette architecture, au début quand on a monté l'agence, on a appelé cette architecture écodynamique. Éco-dynamique, éco parce que ça vient d'écologie, et dynamique parce que c'est l'idée d'être en lien avec, être en lien avec son univers, d'être en lien avec les gens, ses entreprises, etc. Et c'est l'idée vraiment de travailler de manière très dynamique tout simplement. Et on travaille tous les jours. En fait, notre ADN, notre façon de faire, c'est de faire une architecture la plus passive possible. Alors, je ne sais pas vraiment à qui je m'adresse ce soir. Je ne sais pas si j'ai des spécialistes ou si vous êtes plus ou moins, donc je ne sais pas jusqu'à quel niveau de détail je peux aller ou si vous comprenez les termes que j'utilise. Alors, la passivité, maintenant, c'est assez connu. Hein. Bon, voilà. Il y a 10 ans, c'était un peu plus compliqué.
Mais voilà, n'hésitez pas pour que ça soit interactif et sympa. Si vous avez des questions à me poser ou si vous ne comprenez pas forcément quelque chose, on peut en débattre ensemble et en discuter, ça peut être sympa. Donc chaque jour, voilà, on construit des bâtiments avec des matériaux naturels et sains, parce qu'un matériau naturel n'est pas forcément sain, peut avoir des polluants dans sa composition, avec des artisans locaux. Et puis en termes d'énergie, le peu qui reste d'énergie pour le bâtiment, on essaye d'utiliser des énergies renouvelables dans la mesure du possible. Voilà, donc ça c'est un petit peu, on va dire, la structure de notre façon de travailler. Alors pour vous expliquer un peu pourquoi j'en suis arrivée là, comment c'est arrivé un peu en nous, toutes ces choses-là, c'est vrai qu'aujourd'hui, tous ces termes, on les entend beaucoup, mais quand on a commencé en 2009, il fallait quand même se battre un petit peu. Les premières commandes, etc., j'ai passé beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à convaincre les maîtres d'ouvrage pour construire selon une certaine approche de la vie, finalement. Et ces approches-là, en fait, je les ai en moi un petit peu depuis que je suis enfant, grâce, on va dire, à 2 personnes. La première, ma mère. Ça commence toujours un petit peu comme ça dans l'éducation. En fait, j'ai la chance d'être la fille d'une vigneronne qui a été l'une des pionnières en France de la biodynamie. Donc quand j'ai appelé mon architecture écodynamique, c'était un petit peu un clin d'œil, si vous voulez, à cette enfance, à cette femme que j'ai vue pendant mon enfance se battre à contre-courant de la société pour lutter pour une agriculture, une viticulture respectueuse de l'environnement. Et quand on parle de biodynamie, ça va bien au-delà de la biologie, c'est-à-dire que la biodynamie, c'est l'utilisation d'aucun pesticide dans l'environnement, dans les vignes, mais c'est aussi l'utilisation de préparations telles que la 101, c'est l'idée de travailler avec la mémoire de l'eau. Ce sont des choses qui sont peut-être un peu particulières pour certains, mais ce sont des concepts qui ont été mis en place et mis en œuvre, que j'ai vus pendant 25 ans, 30 ans, et qui ont donné des résultats extraordinaires. Donc j'avais en face de moi une femme, seule, dans un monde d'hommes, qui luttait avec ses propres convictions pour mettre en place une façon de cultiver tout à fait innovante. Et en voyant tout ça, je me suis dit, mais finalement, il faut s'écouter, et il ne faut pas avoir peur d'agir selon ses propres convictions. Voilà ce que ça m'a donné comme impulsion, on va dire, dans mon métier pour faire ce que je fais aujourd'hui. Donc voilà, tous les jours, je rends un peu hommage à ma mère qui est décédée en 2015 et qui du coup a vraiment tracé, on va dire, une voie, en tout cas en Bourgogne et dans tous les pays où il y a de la viticulture, quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur. Alors c'est vrai que ce n'est pas encore la majorité, on a encore beaucoup de vignerons qui travaillent en conventionnel, qui déversent des pesticides sur la terre, qui rentrent dans les nappes phréatiques, qui nous polluent tout notre environnement. Voilà, donc chacun avance comme il peut, selon ses convictions, il n'y a aucun jugement là-dedans. Simplement, ce que je voulais vous dire, voilà, c'est que la force que peuvent porter certains individus sont très enrichissants pour des jeunes personnes comme moi qui ont vu ces gens-là évoluer dans leur milieu. Donc c'est un peu des pionniers finalement. Ma mère était une pionnière et puis j'ai travaillé à Londres pour un architecte qui s'appelle Bill Dunster. Pour ceux qui connaissent, c'est le fameux Z Factory. Là aussi, un pionnier extraordinaire, à contre-courant de tout, qui depuis 1995, 1990, 1980, donc on remonte vraiment très loin, on crée une architecture qui était vraiment à l'origine du bioclimatisme, etc. Donc quand je suis sortie de l'école en 2006, je m'étais dit, moi, je ne veux surtout pas commencer en France ni ailleurs dans une architecture dite conventionnelle, je veux tout de suite aller voir ce qui se passe entre guillemets, à la pointe du raisonnement de la philosophie. Et donc on est parti à Londres, j'ai frappé à la porte de ce monsieur, je ne savais pas parler un mot d'anglais. Je ne savais pas parler un mot d'anglais. Et il m'a pris. Je sais pas, il a dû lire quelque chose dans les yeux, il s'est passé quelque chose. Et tous les jours, je le remercie aussi de m'avoir donné cette chance de découvrir au sein de son agence des convictions, etc. Ce que j'ai appris au sein de son agence, en fait, finalement, c'est ne pas avoir peur et surtout savoir maîtriser en tant qu'architecte pas seulement la spatialité et la beauté d'un lieu, mais aussi la structure et l'ingénierie d'un bâtiment. En fait, quand vous avez toutes ces 3 composantes dans l'esprit, vous arrivez à faire une architecture que j'appelle holistique, complète. Voilà. Et ça, aujourd'hui, c'est très très important pour construire des bâtiments qui sont respectueux de l'environnement, mais aussi de ce qu'il y a à l'intérieur, que ce soit du vin, que ce soit de l'humain, des petits-enfants, etc. Il faut travailler, en fait,
l'enveloppe bâtie comme une interaction entre ces deux milieux. Et quand un architecte ne connaît pas la manière d'utiliser les matériaux ou la technicité pour mettre en œuvre de l'énergie, en fait, la beauté c'est bien, c'est important, mais il n'y a pas que ça pour réussir quelque chose de manière complète. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais commencer par un projet qui est très très emblématique à l'agence. Je commence souvent par celui-ci parce qu'il résume en fait toutes les qualités qu'on essaye de mettre dans les projets. Pour ceux qui la connaissent, ça s'appelle la cave de l'œuf. C'est une cave qui n'est pas très grande, qui fait 130 mètres carrés au sol, mais qui vraiment résume beaucoup de choses. C'est une cave qui est hors sol, qui est passive et qui est bioclimatique. Elle est hors sol parce qu'en fait, elle est installée dans un village où la nappe phréatique est à 50 cm sous la terre. Voilà. Donc on est dans un village où tous les vignerons vont construire sur des terres fertiles des hancards métalliques avec des grosses climatisations pour rafraîchir leur vin. Là, je me suis dit, Marine, il y a quand même un petit défi à relever. Donc ce que j'ai essayé de prouver en construisant cette cave finalement, c'était de dire qu'on pouvait construire avec des matériaux naturels, mais qu'aussi on pouvait peut-être se passer de climatisation et donc éventuellement d'énergie fossile. Donc nos terrains bourguignons, entre guillemets, sont assez caractéristiques. C'est un tout petit terrain entouré d'un mur en pierre, vous voyez, qui était assez haut, qui faisait 2 mètres. C'est vraiment une toute petite réserve foncière, entre guillemets. Et à l'intérieur, on est venu dessiner une cave en forme d'œuf. L'œuf qui est dessiné en bleu représente le tracé de Ptolémée, qui génère une voûte. C'est une voûte intéressante parce que finalement, cette voûte, on n'a pas besoin de poteaux et on n'a pas besoin de tirants. Donc en fait, on va libérer complètement l'espace au sol pour arranger les fûts dans les allées. C'est une cave d'élevage. Pour ceux qui... Donc les vins restent environ 1 an dans cette cave pour être élevés après la fermentation. Sa capacité, c'est à peu près 180 fûts, gerbés, ce qu'on appelle en 4 niveaux. Voilà. Pour ce projet, on a utilisé 4 matériaux. On a utilisé le bois, la paille, la pierre et la terre. L'idée toujours, c'est d'essayer d'utiliser les matériaux les moins transformés possibles. Parce que plus on transforme un matériau, plus on dégage du CO2. Plus on utilise de l'énergie grise, et c'est bien dommage. Donc nous sommes allés chercher, avec Manu, mon conjoint à l'époque, des bottes de paille, mais pas des bottes de paille cultivées en conventionnel, plein de pesticides. On est allé jusqu'à chercher... Et on a trouvé un cultivateur à l'époque qui s'appelait Monsieur Nutingue, qui a élevé des vaches avec de l'homéopathie et qui nous a dit moi, mes pailles, je ne mets rien dedans, vous pouvez les utiliser. Donc nous sommes allés les chercher en ballots ronds. Donc c'est pas très pratique en termes de forme pour remplir des caissons dans un projet. Donc on est allé les chercher. Nous les avons déroulés sur un champ en pente et nous les avons bottelés avec une botteleuse de taille M que nous avons trouvée, parce qu'il y en a de moins en moins, ça partout dans les pays de l'Est, pour ceux qui connaissent un petit peu tout ça. Et on a compacté la paille, une certaine taille, une certaine densité, un certain taux d'hygrométrie pour respecter le cahier des charges du réseau paille français qui donne en fait un petit peu des normes. Quand j'ai fait ça à l'époque, quand j'ai commencé le projet en janvier, comment ça s'appelle ? Les règles pro, voilà, venaient juste de sortir. Donc j'ai eu quand même un petit peu de bol. Je sais pas, 2012, exactement. Et j'ai livré en septembre 2013. Vous voyez, donc le temps de démarrer la conception, de faire le projet, je suis tombée vraiment, j'ai eu quand même beaucoup de bol, parce que je sais pas comment se serait passé le projet si j'avais pas eu ces règles pro en face. Alors, ce qui est intéressant, enfin, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que les matériaux naturels, comme vous le savez, ils grandissent dans la nature. Ils poussent dans la terre, parfois certains dans l'eau, et ils touchent l'air. Et donc, toutes ces entités sont parfois porteuses de polluants. On va prendre l'exemple du roseau, qui pousse dans les 3 environnements. Il peut être pollué par l'eau, par la terre ou par l'air. Donc finalement, un matériau qu'on dit naturel n'est pas forcément sain, c'est ce que je vous disais au début.
Et quand on travaille pour des vignerons, il faut savoir que lorsqu'on a des pesticides très identifiés dans les matériaux, qu'on appelle les TCA, TCB, en fait, ce sont des déviations organoleptiques qui partent dans l'air, qui vont atteindre le vin et qui vont leur donner le goût de bouchon. Donc, hein? Ça peut en faire partie. Voilà. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que si vous ne prenez pas soin d'envoyer un échantillon de chacun de vos produits que vous utilisez dans ce type de projet, dès qu'on fait analyser en fait, par un laboratoire scientifique tous les matériaux qu'on met en œuvre dans les cuveries. Reviennent des fiches de ce type qui nous disent le pourcentage de TCA, de TCB, qui sont des molécules qu'on cherche de manière spécifique, parce que ça donne le goût de bouchon au vin. Dans d'autres circonstances, on irait peut-être chercher d'autres informations. Mais là, je vous parle vraiment d'un milieu vinicole. Et puis, en fonction des résultats, c'est oui, ça peut partir en construction, ou non, il faut trouver une alternative. Donc, ça rajoute, entre guillemets, au métier de l'architecte, qui doit gérer à la fois le planning, les finances, la conception, la structure, la beauté du lieu, et bien cette couche technique de gestion des matériaux qui peut-être quand ils arrivent sur le chantier ou avant ne sont pas compatibles avec ce qu'on doit faire. Le cahier des charges de ce bâtiment était assez haut niveau. Le domaine était en biodynamie, ne voulait aucune colle dans son bâtiment et voulait absolument garder, même si ça peut vous surprendre, le lien qu'il existe entre le ciel et la terre. Okay. Donc, pour la question de la colle, j'ai trouvé assez vite la solution. Je suis partie sur des systèmes de caissons en bois qui n'utilisent pas de colle parce que la facilité aurait été d'aller vers du lamellé-collé. Hein, facile, on fait des arches, on fait des coupes, on fait le caisson, on met le botte de paille dedans et rouler jeunesse. Non. Là, on est allé sur un truc un peu plus sympa, un peu plus traditionnel. On a travaillé en bois massif reconstitué par clouage. L'idée, c'est quoi? C'est de découper des petites planches qui ont la courbe de ce que vous voulez donner au caisson. Et en fait, vous en mettez 3 les unes contre les autres que vous clouez tous les 50 mm. Voilà. Et en faisant ce système-là, qu'on voit ici, hein, vous voyez là, vous avez les 3 planches, les clous ici, et puis le guide de perforation. Ça crée en fait des âmes, des arches, qui ensuite vont former les caissons que vous voyez à gauche. Donc ça, c'était une manière de répondre au cahier des charges du zéro colle. Et puis à droite, vous voyez dans un grand hangar, où préalablement, j'ai fait bien attention qu'il ne restait aucune trace d'hydrocarbures au sol. Hydrocarbures dit contamination du matériau naturel qui est très absorbant, dit contamination dans le lieu d'élevage. Il faut être vigilant sur toute la ligne. Voyez ? Alors en termes de contamination, il y a aussi le chlore qui est extrêmement dangereux. Pour l'humain et pour le vin notamment, et qui donne le goût de bouchon. Donc vous voyez à droite, pour ceux qui n'ont jamais vu, la mise en place de la paille dans les caissons. Voilà. Ensuite, très simplement, on va véhiculer ces caissons remplis sur le chantier. Pendant la phase d'atelier, hein, c'est l'idée que pendant la phase d'atelier, on s'occupe des fondations. Les fondations, là, vous voyez, déception. À l'époque, je voulais faire des fondations en pierre. Dans tout le village, les bâtiments sont construits sur des fondations en pierre. 1700, 1800, 1900, aucun problème. Il n'y a pas de problème de bureau d'études, d'assurance, etc. Donc je me suis dit, pourquoi on ne serait pas capable de faire ce truc? Donc j'avais trouvé des entreprises, mais au niveau des assurances, j'y suis pas arrivée. Personne ne nous suivait. Donc j'ai dû un petit peu reculer sur cette envie que j'avais. Au début, j'étais partie avec de l'isolation en liège pour isoler, si vous voulez, les côtés du bâtiment, ici, là. Vous voyez cette isolation, la périphérique, en fait, elle s'enfonce dans 1,50 m dans le sol. Donc, elle est en contact avec la nappe phréatique. Donc, ce devait être un matériau qui ne devait pas polluer la nappe phréatique potentiellement, qui soit imputrescible parce qu'elle a les pieds dans l'eau, et puis qui soit le plus naturel possible. Donc, j'avais penché à l'époque pour du liège. Et puis quand on a fait les analyses de liège, c'était mort. En fait, on s'est rendu compte que les entreprises qui faisaient pousser les chênes lièges au Portugal, etc., pour les faire pousser plus vite, les aspergeaient de pesticides.
Donc, c'était pas possible. Donc, j'ai trouvé une alternative qui dépense un peu d'énergie grise, qui s'appelle du foam glace, hein, c'est du verre cellulaire. À l'époque, j'ai trouvé que ça. Maintenant, j'utilise beaucoup de liège, parce que j'ai trouvé en fait des approvisionnements qui étaient compatibles avec le milieu vinicole. Donc, j'ai progressé sur ce thème-là. Et puis, ce béton, à défaut d'avoir de la pierre, on l'a dynamisé. C'est-à-dire qu'on lui a, vous savez, la pierre, quand on fait du béton, on rajoute de l'eau. Et en fait, comme le domaine faisait des préparations en biodynamie avec de l'eau informée, on s'est amusé à informer le béton. Je ne sais pas l'impact que ça a, mais ça nous a bien fait marrer, et on l'a fait. Voilà. Vous l'avez analysé le béton après ou avant? Après coulage. Non, je ne l'ai pas analysé. Non. C'est des matériaux plutôt neutres. Alors, j'analysais les composants séparément, oui. Hein, mais après, c'est difficile, si vous voulez, une fois que c'est aggloméré, de forcément faire un échantillonnage. Ouais. Voilà. Donc là, vous voyez les caissons qui arrivent, hein, avec une grosse grue, c'est posé, ça se pose en 4-5 jours. On le dit de plus en plus, et maintenant tout le monde est au courant, mais la méthode de filière sèche, hein, ce qu'on appelle la filière sèche, la filière du bois, ça prend du temps en atelier, mais quand ça arrive sur un chantier, ça va très vite. C'est très impressionnant pour un maître d'ouvrage, et c'est assez agréable. Le bâtiment est vite hors d'eau, hors d'air, entre guillemets. Voilà, donc vous avez le mur en pierre, hein, qui faisait la périphérie du terrain, et puis le bâtiment qui est posé dessus, et puis le volume intérieur que ça génère. Voilà, donc c'est assez généreux, vous voyez. Mon idée était d'avoir quelque chose, une forme, qui soit à la fois esthétique. Je voulais que lorsqu'on rentre à l'intérieur, on se dit « Ah ouais, c'est quand même sympa ». Je voulais que ce soit une forme structurellement intéressante, et puis je voulais qu'énergétiquement, il puisse éventuellement se passer quelque chose. Mais là, je travaille qu'à l'intuition. C'est pour ça que j'ai travaillé sur le tracé du nombre d'or. Pour le tracé de l'œuf, hein, c'est le nombre d'or. Voilà. Des fois, dans mes projets, je travaille sur les nombres d'or, mais je ne le dis pas forcément à mes clients. Voilà. Et puis, j'avais pas de référence en France, moi, de cave qui avait utilisé de la paille. Et l'ennemi numéro 1 de la paille, c'est l'humidité et le froid. Ah, c'est reparti, Marine, qui se pose un petit challenge. Et donc, il faut protéger, en fait, cette paille de la vapeur d'eau potentielle qui peut passer à travers les parois. Donc là, c'est vrai qu'on est obligé d'aller chercher des matériaux un petit peu issus de la pétrochimie. En termes de pourcentage dans le projet, ça reste très petit. L'idée, c'est de toujours diminuer cette proportion. Mais malheureusement, entre guillemets, vu les contraintes du projet, il fallait aller chercher une membrane qu'on appelle frein-vapeur, qu'on met à l'intérieur de la voûte et qui freine cette perspirance. Parce qu'en fait, dans cette cave, qui est extrêmement bien isolée, le cahier des charges, c'est d'avoir toute l'année 13 degrés en température et 80 à 90% d'humidité. Hein. Et c'est là où l'aspect bioclimatique est très intéressant, c'est de se dire qu'est-ce que me donne le lieu qui me permet de générer l'ambiance intérieure dont j'ai besoin. Donc si vous vous rappelez, on sait qu'on a constitué une cloche à fromage très isolée sur un sol non isolé, mais qui lui, en fait, est posé sur une nappe phréatique. Donc en créant ça, finalement, la nappe phréatique va amener tout au long de l'année les 13 degrés nécessaires et l'humidité nécessaire au lieu. Et c'est ça qui s'appelle un bâtiment bioclimatique et passif. Passif parce qu'il n'y a pas besoin de climatisation, parce que ça arrive naturellement par le sol. Voilà, et toute cette humidité, il faut l'empêcher de passer dans les parois en paille. Excusez-moi, du coup, ça joue un peu le rôle de puits canadien, la nappe phréatique, c'est un peu ce principe-là. On pourrait dire ça, sauf que c'est pas canalisé dans des tuyaux. En fait, comme j'ai pas isolé le sol, je suis sur terre-plein directement. Quand la nappe phréatique monte et descend en fonction des fluctuations de l'année, en fait, elle envoie directement dans le bâtiment son humidité et sa fraîcheur. Voilà. C'est encore plus simple que le puits canadien. Alors là, je vais vous parler un peu technique, pour ceux qui connaissent ou qui sont architectes dans la salle. Un frein vapeur, on travaille avec un coefficient SD, ça s'appelle. C'est la capacité en fait de la matière à laisser passer ou pas la vapeur d'eau dans les parois. Et plus le coefficient est élevé, plus la membrane elle est étanche.
voyez, dans une maison, on va mettre des SD assez faibles, de 5, 10. Mais pour une cave comme celle-ci, il fallait monter jusqu'à 150 SD. Et puis, donc, je suis allée chercher ce fameux frein vapeur. Et quand j'ai montré la fiche produit au maître d'ouvrage, ils m'ont regardé avec des grands yeux, ils m'ont dit « Marine, non, on ne peut pas mettre ce genre de choses dans le projet, parce qu'en fait, dans cette membrane, il y a une couche d'aluminium. » Qu'est-ce que ça fait, la couche d'aluminium ? En fait, ça arrête toutes les énergies rentrantes et sortantes d'un bâtiment. C'est comme si vous faisiez une cage de Faraday, entre guillemets, vous voyez ? Et comme j'avais des maîtres d'ouvrage très sensibilisés aux énergies, à la manière de cultiver, etc., ils m'ont dit, il va falloir que tu nous trouves une fiche technique avec un SD de 150, mais sans couche d'aluminium. Donc j'ai cherché pendant 3 mois, et j'ai trouvé en Allemagne, à l'époque, entre guillemets, à l'époque, c'était un produit qui correspondait à mes besoins. Voilà, c'est cette membrane bleue que vous voyez là, qui n'est pas très jolie, sur la courbe du bâtiment. Ensuite, sur cette courbe, on est venu mettre des tasseaux courbes qui permettent de fixer la membrane. Et vous allez voir un petit peu plus tard, sur ces tasseaux, on est venu mettre des panneaux de roseaux, des rouleaux de panneaux de roseaux qu'on a déroulés, qui vont devenir le support des enduitaires. Et en pied de mur, en pied de voûte, on a monté un mur de briques de terre crue. Alors, ce mur-là, il a 2 rôles. Le premier, le majeur, c'est qu'il va jouer le rôle de déphasage. À quoi ça sert ? Je vulgarise. Vous avez la fraîcheur et l'humidité qui rentrent dans le bâtiment. Nous sommes en été, donc il y a, vous voyez, il y a et donc il va emmagasiner cette fraîcheur et cette humidité et va pouvoir la restituer dans le bâtiment quand le bâtiment se remet à rechauffer, par exemple. Hein, c'est des petites fluctuations, mais ça permet en fait de garder une ligne de température constante toute l'année. En fait, ça lisse la température. Voilà. Et puis, le deuxième rôle, c'est que dans les caves d'élevage, on roule les fûts, on roule les tonneaux pour les mettre en place, et ça permettait, en pied de mur, de protéger les murs paille. Voilà. Donc, nous voilà avec les rouleaux de panneaux de roseaux qui arrivent pour faire la finition intérieure du bâtiment. Donc là, j'ai eu des échecs aussi. Au début, je m'étais approvisionnée dans les pays plutôt de l'Est, parce que c'était moins cher, et en fait, ils étaient pleins de pesticides. Et finalement, je suis allée chercher les rouleaux de panneaux de roseaux en Camargue. Et là, c'est passé impeccable au laboratoire scientifique de test du TCA-TCB. Voilà, mise en place sur les tasseaux que vous avez vus préalablement derrière le pare-vapeur. Et ensuite, pendant 3 mois, il y a mon Ludo, un enduiseur terre de notre région que j'adore, qui est devenu un ami, qui a monté son échafaudage, qui a fait un enduit de corps, qui a mis une trame et une couche de finition pour... voilà mon Ludo, hein, beau garçon, avec un beau bidou. Donc Ludo, quand le viticulteur est d'accord, on va chercher en fait de la terre dans les vignes, si c'est autorisé. Et puis on fait des formulations, donc il tamise, il met de l'eau, il met du sable, machin, il fait son petit truc. Et puis ensuite on fait des échantillons à droite pour que le client puisse voir un petit peu la teinte que ça va prendre, etc. Et ce qui est intéressant dans ce processus-là, c'est que finalement la vigne pousse dans la terre qu'on extrait et qu'on remet dans la cave d'élevage où le vin arrive ensuite. Vous voyez, en termes d'histoire, c'est assez sympa de réintroduire un peu ce qu'on appelle la mémoire du lieu. Et puis, donc là, je vous ai parlé de l'intérieur de la voûte. À l'extérieur de la voûte, les charpentiers travaillaient en parallèle. On va avoir différentes membranes par pluie, etc., que vous connaissez sûrement. Et puis ensuite, en termes de vêture, on a travaillé avec du bois du mélèze, que nous avons peint à l'ocre. Maintenant, c'est de plus en plus répandu, hein, cette méthode de la peinture à l'ocre. Mais en gros, c'est l'alternative à la lasure. Et ça permet, très franchement, parce que les Français n'aiment pas ça, le bois qui grise, alors que les Suisses et tout ça, les Allemands sont très habitués en fait à la progression du matériau dans le temps, à son évolution naturelle. Mais nous, on est encore un petit peu frustrés par rapport à ça. Et du coup, la réponse, c'est d'utiliser de la peinture à l'ocre. Alors, il y a des gammes de couleurs extraordinaires, hein, puisque c'est de la terre, c'est de l'ocre hein, qu'on utilise. Alors, ça va du vert, en passant par tous les oranges que vous voulez, jusqu'au jaune, etc. C'est magnifique. Il n'y a pas trop de bleu, hein, c'est normal. Et donc, nous avons formulé
la peinture avec le charpentier. Le charpentier qui a travaillé sur ce projet, c'était son premier projet en paille et c'était la première fois qu'il faisait de l'ocre. Donc on a vraiment tout appris ensemble et aujourd'hui c'est une entreprise qui a beaucoup de projets parce qu'il a pris un petit peu le train en marche, si vous voulez, au tout début de ces projets-là. Et maintenant, il a plein de commandes en paille. Donc, c'est très chouette aussi pour ces artisans qui ont su prendre un petit peu de risque au début. Voilà, donc là, j'étais un peu plus jeune. Alors, j'ai toujours une tête un peu jeune, je sais. Mais j'étais quand même un peu plus jeune. Il y a Xavier au milieu, le charpentier avec qui on formule l'ocre. Et puis à droite, c'est Félicien Carly. C'est une personne du CAUE 21 qui a initié ces mouvements de la peinture à l'ocre dans les villages, etc. Et puis qui m'a donné un coup de main au début, vachement sympa, pour m'expliquer comment on faisait la peinture. Donc voilà, c'était le premier saut qu'on faisait avec lui. Et depuis, quasiment sur tous les bâtiments, j'utilise cette méthode. Pour ceux qui connaissent, c'est vraiment sympa. Voilà. Pour ceux qui veulent la recette, ça se trouve très facilement maintenant sur Internet. Mais la peinture à l'ocre, c'est de l'huile de lin, de la farine, de l'eau, de l'ocre que vous choisissez, la couleur, et du savon de Marseille. Voilà. Tout ça en proportion, remué, concocté avec amour, et vous obtenez une belle peinture. Donc la peinture, on la met en 2 à 3 couches en atelier, et puis 8 à 10 ans après, on met les couches en atelier, on revient 1 an après sur le bâtiment pour renforcer un peu la peinture, parce que vous savez, le bois bouge toujours un petit peu, donc on remet une couche 1 an après, et puis ensuite, c'est tous les 8 à 10 ans, suivant l'orientation des façades. Voilà. Donc ce projet a l'air simple comme ça, c'est juste une voûte, mais en réalité, en fait, c'est un système constructif très complexe en termes d'intelligence. Voilà. L'intelligence, en fait, elle réside dans comment on assemble les matériaux les uns à côté des autres pour répondre à un cahier des charges précis. Et moi, dans mon métier, c'est ça qui m'amuse, c'est définir des systèmes constructifs qui répondent, en fait, à ce que nous donne la nature et à ce que les gens font à l'intérieur du bâtiment. Donc voilà, vous avez un zoom sur la constitution, vous voyez toutes les vêtures extérieures en bois, vous avez le caisson de paille que vous avez vu en fabrication, et puis à l'intérieur ici, vous avez le tassotage, le panneau de roseau et le support avec l'enduit terre ici. Voilà, donc vous avez 16 couches pour produire une cave bioclimatique passive et quasiment autonome. Et est-ce que les matériaux ont eu une incidence sur l'élevage du vin? Est-ce que le vin est bien meilleur? Je sais pas parler de vin. Non, mais moi non plus, c'est pas mon métier. Est-ce que ça a eu une incidence justement Alors je ne sais pas si c'est les matériaux ou la forme, mais 2-3 ans après, ils ont fait une dégustation à l'aveugle. Ils ont élevé des millésimes, le même millésime, la même parcelle. Ils ont divisé, ils ont mis la moitié dans la cave de l'œuf et la moitié dans les caves existantes. C'est pas moi qui le dis, hein. Ils ont trouvé une différence. Ils ont trouvé que les vins qui étaient élevés dans la cave de l'œuf étaient plus droits, plus stables. Voilà. C'est ce qu'ils m'ont dit. Maintenant, je ne peux pas vous prouver que la forme a un impact sur le vivant, mais je pense que ça existe et je pense qu'il se passe des choses. Maintenant, je vous laisse lire des livres sur ce sujet. Je ne suis pas spécialiste, moi je bosse à l'intuition. Donc, voilà. Mais il faut dire que quand je fais des conférences, quand je fais des visites de cette cave, les gens ils rentrent dedans, ils se taisent, et là je sens qu'il se passe un petit quelque chose, vous voyez, ils se sentent bien quoi. Donc je pense que si les gens se sentent bien dedans, de manière un petit peu naïve peut-être, je pense que les vins aussi. Bon, voilà. Le vin c'est 90% d'eau, puis nous aussi. Donc, voilà, donc voilà le résultat final. Vous avez une grande cave avec les briques sur les côtés, les enduits, et avec 2 teintes différentes pour un petit peu révéler les pignons. Et puis là, derrière, ici, derrière les petits clairvoies, j'ai mis 2 petits émetteurs de froid. Parce qu'à l'époque, je naviguais à l'aveugle. Moi, je n'avais pas de référence, pas de cave qui avait été faite en paille. Je ne savais pas si mon concept bioclimatique allait marcher. Il y a quand même des grands vins là-dedans. Si jamais il y a une canicule, il fallait un petit peu un backup. Ce qu'on appelle un backup, c'est l'idée d'avoir vraiment le minimum de puissance par rapport à ce qu'on a édifié. Mais voilà, en cas de souci, il faut pouvoir mettre un petit peu. Bon, elles n'ont jamais été utilisées jusque-là. Attention, je ne suis pas à 100% sur le concept, dans le sens où, dans cette cave, il y a 2 portes qui relient aux caves à côté, qui, elles, sont climatisées. Donc quand ils oublient un petit peu de fermer les portes, on peut aussi penser qu'il y a un petit peu des échanges, vous voyez ?
Donc elle ne marche pas, mais peut-être que quand il y a besoin d'un appoint, peut-être qu'ils ouvrent les portes. Vous voyez, donc voilà. Ce bâtiment aurait été absolument tout seul au milieu d'un champ. Là, on aurait pu vraiment avoir une réponse très précise sur l'utilisation. Mais je sais qu'ils ne les ont jamais allumés et puis que ça fonctionne très très bien. On a créé donc un système de luminaire sur poteau au centre. Vous avez un système d'éclairage donc, qui s'appelle de travail, qui va illuminer les allées. Et puis dans le petit cercle noir qui est là, ici, vous avez des luminaires qui illuminent la voûte. Alors, je n'ai pas placé ces trucs-là sur les voûtes parce que je ne voulais pas percer les caissons. C'est pour ça que j'ai mis un petit peu des lampadaires, entre guillemets, au centre du projet. Au niveau du coffret électrique, j'ai mis des rupteurs de champs électromagnétiques. Ça permet quoi? Une cave d'élevage, c'est éteint en fait 90% du temps. Les vignerons qui rentrent dedans pour faire des actions sur les fûts, c'est très très peu de temps hein, dans l'élevage du vin. Donc en fait, ils sont dans le noir quasiment en permanence. Et je m'étais dit que c'était intéressant que lorsqu'ils étaient dans le noir, qu'il n'y ait pas de champ électromagnétique qui tourne autour. Hein. Donc finalement, quand il n'y a pas d'appel de lumière, le courant réellement est stoppé en amont de la cave, ce qui fait qu'il n'y a rien qui circule dans les réseaux. Voilà. Une vue d'extérieur de ce que ça donne. Vous voyez, c'est assez humble de l'extérieur, on le voit, c'est très comment dire, ça rentre bien dans l'environnement, l'ocre rouge se marie bien avec les tuiles environnantes, bon là vous ne les voyez pas trop, mais les gens généralement ne voient pas vraiment le bâtiment quand ils passent devant, vous voyez. Mais par contre quand on rentre à l'intérieur, il se passe quand même quelque chose. Est-ce que vous avez des petites questions sur ce projet? Une petite sur les petites fentes qu'on voit sur le plafond. Oui. C'est quoi? On ventile quand même un petit peu par là? Alors, il y a deux choses. Et c'est une bonne chose que vous dites, c'est que en fait, si vous voulez, j'ai travaillé sur la stratification de l'air. Sur un gros volume comme ça, le froid reste en bas et le chaud monte un petit peu. Et en fait, pour éviter qu'une cave devienne toute noire et moisisse, il faut quand même un petit mouvement d'air à l'intérieur. Okay ? Et donc, en dessous des briques de terre crue, il y a des fentes qui sont reliées en fait aux tasseaux qui sont derrière les panneaux de roseaux. Et en fait, ça fait une circulation intérieure, juste par la différence de température entre le haut et le bas, ce qui permet à la cave en fait d'avoir un mouvement comme ça extrêmement faible, mais du coup de s'homogénéiser et de lécher les parois pour éviter qu'il y ait trop de dépôts. Cette cave a été livrée en 2013. Si vous passez me voir dans la région, elle est parfaitement identique à ces photos que vous voyez là aujourd'hui, elle n'a pas bougé d'un iota. Voilà. Et c'est cette forme en fait qui est incroyable. Parce qu'en fait elle amène plein de choses. Tout ce que je vous ai cité, plus ce mouvement d'air intérieur. Et puis sur l'extérieur, ici je ne sais pas si vous avez vu, il y avait une petite fenêtre là sur le pignon. Alors celle-ci on l'ouvre parce qu'au début de l'élevage il y a de la production de CO2. On lutte contre le CO2, mais en fait, ils produisent du CO2. Et donc, on va extraire ce CO2 en faisant un appel d'air par cette fenêtre et puis un extracteur qui est à l'opposé de la cave qui va aspirer ce CO2. Alors, là, c'était la première cave qu'on faisait à l'agence. Maintenant, on a beaucoup de commandes de cuverie. Et aujourd'hui, on est sur l'expérimentation en sortie de cuve de la captation du CO2 pour éviter qu'elle parte dans l'atmosphère. Voilà, donc on avance très très fort sur ces questions de la réduction du CO2, que ce soit dans les matériaux ou dans la production elle-même par l'utilisation du bois. Et donc du coup, depuis la cave de l'œuf, on a fait plein d'autres caves, je n'ai pas forcément tout amené aujourd'hui, mais c'est grâce à ces vignerons qui nous ont écoutés sur la qualité des matériaux, sur la philosophie, qu'on a pu être entendus pour la création des crèches sur le même cahier des charges. Et là, je vous avoue, je ne suis pas peu fière, parce que c'était un peu mon objectif secret. C'est bien de travailler pour le vin, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler pour les petits, notamment. Et donc, dans les crèches aujourd'hui, on a réussi, en expliquant avec notre retour d'expérience, qu'il fallait gérer tous les matériaux, ne mettre aucun pesticide, changer toute la manière de nettoyer les locaux. On fait tout à la vapeur maintenant, on arrête le chlore. Aujourd'hui, j'ai une liste complète des composants moléculaires dans les matériaux qui génèrent telle et telle et telle et telle maladie chez l'enfant. Eczéma, cancer, j'ai toute la liste.
Donc quand on arrive avec une analyse scientifique du matériau, que le maître d'ouvrage veut mettre le linoléum à la con là, sur les sols, que le gamin lèche entre 4 mois et 2 ans à la crèche, et en lui disant, ben voilà, il va lécher ça, ben sachez que le linoléum que vous prescrivez ou que vous nous imposez va produire telle et telle et telle maladie. Voilà. Et donc c'est grâce à ce travail un peu de forcené avec tous les vignerons qu'on a pu, pour la crèche de Chalon-sur-Saône, aller sur un cahier des charges beaucoup plus intéressant. On a même été appelé par le président du linoléum qui nous a dit « Mais quel est le bazar que vous êtes en train de nous mettre, quoi ?» Bon, je sais pas, je vais peut-être prendre un garde du corps dans pas très longtemps. Mais bon, vous voyez le truc, quoi. Et finalement, les élus de Chalon-sur-Saône, qui commençaient à avoir des plaintes par les parents sur d'autres crèches à cause d'eczéma, des yeux qui coulent, les gamins qui rentraient à la maison qui avaient une odeur pas possible, ben en fait là on est en train de soulever quelque chose qui est un peu douloureux pour eux à entendre. Hein. Et je peux vous dire qu'en ce moment ils n'en parlent pas beaucoup, hein, parce qu'ils sont en train de découvrir toutes les conneries qu'ils ont faites depuis les années 70. On les blâme pas, c'est des époques, c'est des moments, c'est des règles, mais aujourd'hui on est capable d'aller bien plus loin et de faire vraiment autrement quand on nous donne la capacité de le faire. Donc cette crèche sera en paille, aura aucun matériau avec des pesticides, et aura des formes intéressantes. Voilà, c'est la base en fait, ça devrait devenir la base. Et ça va l'être, hein, dans les années qui arrivent, on va en prendre de plus en plus conscience, et les nouvelles générations d'architectes, j'espère, prendront cette expérience qu'on aura élaborée depuis 12 ans pour continuer, quoi. Parce que... Bon, voilà, à part ces choses graves, j'ai fait plein d'autres trucs super rigolos. Je vous ai amené des petites photos parce que c'est toujours sympa de voir des trucs différents. Vous voyez, par exemple, ici, on a créé un gîte dans une ancienne piscine. On a mis une tour en bois dans une piscine qui n'est plus en eau, hein, bien évidemment. Et dans cette tour, il y a 3 petites chambres. Et dans ce projet, on a travaillé la terre cuite. On a travaillé avec une céramiquerie. Je ne sais pas comment ça se dit. Comment ça se dit ? Là où on fait de l'émail, de la céramique. Ouais, une fabrique de céramique. Et on s'est amusé à décorer la tour en bois avec des écailles, avec des tuiles, pour rappeler un peu les toits bourguignons, mais ça c'est en intérieur. Voilà, donc c'est ce que vous voyez ici. Donc on est allé voir l'usine, l'atelier, on a créé les biscuits, on a dessiné les tuiles, on a choisi les couleurs, on a fait des petites rangées, vous voyez, pour vérifier celles qui étaient convenables et celles qui l'étaient moins. Et puis ensuite, on a mis en œuvre tout ça sur la tour que vous avez vue juste avant. Voilà. Ça, c'est un projet de réhabilitation de bâtiments anciens. On s'y attelle aussi beaucoup, hein, aux bâtiments anciens. La question de la perspirance, du respect des murs anciens, etc. C'est extrêmement intéressant pour l'isolation. Aujourd'hui, vous réhabilitez un bâtiment avec de la laine de verre, des rails métalliques, et puis vous mettez un coup de placo, puis roulez jeunesse. Puis quand vous ouvrez ça 30 ans après, et bien là on se dit merde, pendant 30 ans j'ai respiré que de la merde. Hein. Tout est moisi, tout est dégueulasse. Voilà. Donc comment aujourd'hui isoler tous nos bâtiments, tout notre patrimoine finalement, avec des produits qui perspirent, qui respirent, qui respectent l'hygrométrie du bâtiment. Donc nous, on a travaillé en terre, on a travaillé en chanvre, et on a développé comme ça plein de solutions qui permettent d'isoler. Donc l'image que je vous montre, en fait, c'est un bâtiment qui est isolé avec de la terre et des enduits terre en finition. Voilà. Et puis comme c'était le projet qui suivait le projet du gîte de l'oiseau avec les tuiles en céramique, on a aussi développé du mobilier en céramique avec ces gens qui ont été super sympas. Donc vous voyez en bas les moules, le coulage et la production des tables. Voilà. On a eu une petite commande aussi hyper sympa, c'était celle de faire des thermes. Des thermes, donc un bain chaud et un bain froid. On a travaillé qu'avec de la pierre et du bronze pour ce projet. C'était un ancien garage dont on a enlevé la toiture qui était amiantée. On a gardé juste les murs en pierre qui formaient en fait la base du garage. Et puis on a rehaussé, on a mis une toiture en bois dessus avec des ailettes en bronze qui supportent ce projet. En fait, quand vous prenez votre bain chaud et votre bain froid, vous êtes à l'extérieur entre guillemets parce que le projet n'est pas clos. Vous voyez le gros trou ici, c'est l'impluvium. Et ça, c'est le compluvium. L'impluvium, donc, il donne vers le ciel. Quand vous êtes dans le bain froid ici,
Le bain froid ici, il a été fait avec un seul bloc de pierre fraisée qui a été posé sur le sol. Et ici, c'est un bain chaud, un onsen japonais, en bois, en forme d'œuf. Alors, sachez que dans chacun de mes projets, je case un œuf. On m'appelle la poule dans la région. C'est mon petit truc à moi. Je ne sais pas d'où ça vient. Alors j'étais enceinte comme ça quand j'ai livré la cave de l'œuf. Je me dis qu'il y a peut-être un rapport. Peut-être le côté un peu féminin, je sais pas. Bon, donc ce truc-là, vous ne le voyez pas forcément, mais en fait, il a la forme d'un œuf. Cet impluvium ici, c'est 4 feuilles de bronze. Et quand vous prenez votre bain froid ici, quand il pleut, en fait, il vous pleut dessus. Le sol ici est à 1 mètre en dessous et on a travaillé un peu comme les thermes romains, c'est-à-dire que nous sommes venus poser des grandes plaques de pierre avec des joints creux ici, de sorte que lorsque vous prenez votre bain et que ça gicle un petit peu, vous voyez, l'eau est récupérée, passe dans les fentes et est récupérée comme ça. Au fond ici, vous avez un petit sauna, ici une salle de massage, et de l'autre côté du projet, alors voilà, ça c'est le calpinage des pierres en biais, comme ça, voilà, c'est le côté un peu archi qui s'amuse. Mais le poseur de pierre m'a dit, Marine, je ne te refais plus jamais ça. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il posait une pierre, vu que c'était en biais, ça glissait. Il me dit, c'est le premier et le dernier. Et de l'autre côté, vous avez 2 portes. La porte de droite mène dans des vestiaires et la porte de gauche, toilettes handicapées, etc. Ce projet-là et les précédents que je vous ai montrés, le gîte et la chambre en terre, là, avec les enduits terre, en fait, ça fait partie d'un grand complexe no touristique. C'est un grand jardin dans lequel il y a une maison de maître et dans lequel on a fait 8 projets différents, tous avec une thématique différente. Et dans les vestiaires, ici, vous avez 3 douches, parce qu'en fait, les 3 douches servent pour les gens qui viennent dans les terres, mais servent aussi en fait de sanitaire et de douche pour 3 petits pavillons insolites qui sont au fond du jardin. Voilà. Quelques photos de reflets, vous voyez, de l'impluvium dans le bassin. Et puis du coup, ça nous permet de voir la structure en bois, vous voyez, qui est développée ici avec un gros trou, et les petites ailettes en bronze qui sont posées sur les murs en pierre. Vous êtes à l'envers, hein. Voilà, donc c'est un projet qui est assez beau. Et l'une des cabanes insolites que nous avons fait, ça s'appelle le cabanon pomme de pin. Un jour, on a ramassé une pomme de pin. Et puis, vous savez, les pommes de pin, elles ont des petites ailettes, là, super jolies, qui s'ouvrent et qui se ferment suivant la température. Eh bien, on a fait la même chose. On a construit un maillage en chaîne, et dessus, on est venu mettre des ailes très légères, avec des pistons thermiques. Donc, on dort à l'intérieur de ce lieu. Quand il fait chaud, les ailes s'ouvrent, et quand il fait froid, les ailes se ferment. Tout ça pour vous dire que, ouais, on fait des projets très techniques, mais on sait aussi vachement s'amuser. Donc vous voyez, à droite, c'est quand les ailes sont ouvertes, et à gauche, c'est quand les ailes sont fermées. Le projet fait à peu près 5 mètres de hauteur. Tout en haut, il y a un crochet, et l'ensemble est suspendu entre 2 arbres. C'est une pomme de pin suspendue dans les arbres qui a une rotation et un mouvement si on le souhaite. Pour les gens qui ont un peu le mal de mer, quand ils dorment dedans, on peut l'ancrer au sol. Je vous rassure, mesdames. Voilà, donc je vous disais, c'est une structure en chaîne avec de la connectique métallique. Cette pomme de pin ici est suspendue entre les 2 arbres. Vous avez une grande poutre métallique ici qui vient percer en mode piercing le tronc. Hein. On a travaillé avec l'ONF. Et ils nous ont dit que les arbres grossissaient encore un petit peu, donc au lieu de les encercler, si vous voulez, on a fait un piercing stérile, entre guillemets, qui permet en fait à l'arbre de continuer de grossir. Et puis à l'intérieur, vous avez 2 niveaux, un niveau haut où vous pouvez prendre votre petit déjeuner, et un niveau bas ici dans la coupole où vous avez un lit double. Ensuite, on a recouvert ces structures d'une tente, tout simplement, et par-dessus cette tente, on a créé les ailes qui viennent s'accrocher sur les connectiques métalliques. Voilà, et ça donne ça. Ça fait 5 mètres et c'est suspendu dans les arbres, donc c'est assez rigolo. Vous voyez, on n'est pas sur de l'architecture, on est presque sur une petite œuvre d'art, là. Voilà. On en a fait une autre de petits cabanons, c'est un cabanon qui s'appelle le cabanon cocon, où on a exploré la terre. On a fait un mur en pierre sèche, qui est la base d'une verrière à l'ancienne, un petit peu comme un
c'est un peu une forme animale. Et puis à l'intérieur, on a revisité la cabotte. Vous savez, dans les vignes, il y a des petites cabottes en pierre. Je ne sais pas si vous connaissez, des petites cabottes en pierre comme ça, où le vigneron, à l'époque, rentrait à l'intérieur pour manger son sandwich du midi quand il pleuvait. En fait, le vigneron cultivait sa terre et sortait beaucoup de cailloux calcaires et en faisait en fait des cabottes dans les vignes. Et donc, on a fait un socle en pierre, en terre ici, avec un sol en terre crue, des briques en terre crue. Et sur ce volume ici, on est venu travailler avec du torchis. Alors ça, c'est les moules des briques que vous avez vues précédemment. La mise en œuvre par l'équipe de la terre dans les moules. Et ensuite, voilà ce petit dôme. C'est un petit dôme dans lequel il y a le lit où on dort. Et ça, voilà, c'est que du torchis sur des tiges de chanvre mêlées. Voilà. Et donc, on dort à l'intérieur. Donc, il ne faut pas être trop pudique. Parce que, en fait, vous dormez presque dehors. Hein. Vous êtes vraiment... Et le troisième petit cabanon qu'on a fait dans ce jardin, qui sont liés aux termes, etc., c'est un cabanon complètement en paille. Alors, ce n'est pas de la paille porteuse, parce que le cabanon est tellement petit que les fenêtres en elles-mêmes portent un petit peu la toiture. Vous voyez, c'est un peu mi-figue, mi-raisin. Mais c'est quand même une belle expérimentation. C'est un pavillon tout en paille, avec de l'enduit à la chaux à l'extérieur et de l'enduit terre japonais à l'intérieur. Quand je dis enduit terre japonais, c'est parce qu'il est tellement travaillé qu'il est extrêmement fin. On voit quasiment aucune granulométrie. Les Japonais, pour ceux qui ont la chance d'aller visiter le Japon, quand vous rentrez dans des temples, il y a des enduits terre partout. Et ils ont un savoir sur ce matériau qui est absolument extraordinaire. Voilà. Vous voyez quelques matières à l'extérieur. À l'intérieur, vous prenez votre petit déjeuner en bas du cabanon. Et au-dessus du cabanon, on a fait un cadre comme ça, juste en dessous d'un oculus qui regarde les étoiles, dans lequel on a positionné le lit. Voilà, de l'extérieur. Bon, c'est pas une photo de chantier terminé, je m'en excuse, j'ai pas eu le temps de changer. Il est fini depuis bien longtemps, mais ça donne ça. Voilà. On crée aussi des choses tout en bois un petit peu particulières quand on est face à des architectes des bâtiments de France. On devait rénover la maison de maître qui est juste à gauche ici. Et puis, comme c'est un petit hôtel, on devait à l'intérieur mettre un ascenseur. Donc ça allait déstructurer l'escalier de ce bâtiment qui était absolument magnifique. Donc on a décidé de garder l'escalier existant et de mettre l'ascenseur nécessaire à l'extérieur, dans une gaine, à l'extérieur du projet. Et on s'est servi de cette gaine pour mettre autour une salle de dégustation et de relier tous les niveaux de la maison via des passerelles aériennes. Voilà. Mais ça, vous voyez, c'est un travail de concert avec des architectes des bâtiments de France avec un esprit large. Et vous verrez, ça, c'est absolument magnifique à visiter. C'est incroyable. Ça, c'est l'intérieur de la salle de dégustation, tout en bois, isolation fibre de bois, enduit terre. On retrouve toujours les mêmes principes. Et puis à l'intérieur, l'intérieur que vous voyez là, le petit couloir en fait qui est suspendu, c'est celui-là. C'est une photo de ce petit édicule qui est suspendu dans les airs. Et au bout de ce petit couloir, il y a une petite chambre secrète derrière la bibliothèque que vous voyez là. Ah. C'était une petite vidéo qui vous montrait qu'en fait c'est une bibliothèque qui bascule et qui tourne. Voilà. Bon, c'est pas grave. Voilà, je vous ai raconté une partie de ma vie. Merci. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. J'ai une question. Est-ce que vous pourriez préciser la différence entre perspirant et transpirant? Dans la notion de perspirant, pour moi, c'est la notion de la vapeur d'eau. Respirant, c'est l'air qui passe. C'est pas la même chose. Quand on dit perspirant, c'est-à-dire que la vapeur, Ouais, on retrouve l'équilibre ou est-ce que c'est la vapeur qui sort? En fait, la perspirance d'un mur, c'est la capacité de la vapeur d'eau à passer à travers le mur. C'est pour ça qu'après, on arrive sur les concepts de point de rosée. Un mur mal édifié, par exemple, on met de l'isolation
qui est plus dense que le mur à l'intérieur que le mur lui-même, la vapeur d'eau va pénétrer ce premier matériau et après va se retrouver en fait confronté à un deuxième qui ne peut plus passer parce qu'il est plus dense, par exemple. Et là, on va avoir un point de rosée. Et pour moi, la perspirance, c'est cette capacité à la vapeur d'eau de passer à travers le mur et d'aller jusqu'à l'extérieur pour ne pas créer de pathologie dans le bâtiment. C'est pour ça que je n'utilise pas le terme respiration, voilà, parce que pour moi la respiration c'est l'air qui rentre dans un organisme. Mais la vapeur d'eau est contenue dans l'air. Mais la vapeur d'eau est contenue dans l'air, c'est un tout. Mais on ramène cette notion d'eau quand même, je trouve, plus. Après, je crée un peu aussi mon propre langage et je ne suis peut-être pas précise, mais c'est des choses que je travaille. Vous devez connaître le rapport de 5 sur 1. L'idée, c'est toujours d'avoir un matériau à l'intérieur 5 fois plus dense que le matériau qui est à l'extérieur pour que la vapeur d'eau puisse migrer d'étape en étape naturellement. Aussi par capillarité. Hein. Les Anglais ont eu la fâcheuse habitude pendant des années de faire des cavity walls, ça s'appelle. Vous avez un parement, un vide, et un parement. Donc l'eau rentrait là-dedans, pourrissait tout et ne ressortait jamais. Donc il faut que les matériaux en fait soient au touche-touche pour que la capillarité puisse fonctionner sur la vapeur d'eau. Donc quand on choisit les matériaux, il y a tout ça à prendre en compte. Le coût financier, la qualité hygroscopique du matériau, ce que ça génère au niveau acoustique, au niveau bien-être, c'est un tout. Voilà. Et du coup, dans la crèche, quels sont les autres matériaux, en sol notamment? Alors le parquet, par exemple, avec des finitions huilées. On est en train d'explorer des sols en liège aussi en ce moment. Il existe du bambou aussi. Il existe du bambou qui rejoint un peu l'idée du parquet. Ouais. Mais tout ce qui est plastique, l'horreur. Ouais. Mais en fait, il n'y a pas tant de choses que ça, parce que dès que vous travaillez avec les matériaux naturels, la nature, elle nous donne du bois, elle nous donne de la pierre. Vous voyez, après, tout ce qui est transformé, tout ce qui est issu de la pétrochimie, vous allez vous retrouver avec des composants chimiques dangereux, plus ou moins dangereux. Mais c'est à vous, en tant qu'architecte, de jauger le truc, du coup. Hein. Limite, on devient chimiste, ça devient hyper compliqué. Hein. Et justement, au niveau des coûts, est-ce qu'il vous arrive à avoir de grands surcoûts par rapport à des matériaux traditionnels quand vous travaillez sur ce genre de projet comme celui de la crèche, qui sont des projets publics, il y a moins de financement que les autres que vous avez présentés après? Alors, je vais préciser ta question, parce que c'est hyper intéressant. Il y a ce qu'on appelle l'architecture traditionnelle, pour moi, c'est-à-dire les anciens, la pierre, la terre, etc. Il y a l'architecture conventionnelle, issue de la pétrochimie, et il y a l'architecture... écodynamique, on va dire, parce que je suis là. Il y a l'architecture un peu plus respectueuse de l'environnement. Les bâtiments qu'on fait, oui, ils sont plus chers. Ouais, ils sont plus chers à l'instant T. Après, dans la conséquence sur la santé humaine, sur les dépenses énergétiques, ça n'a rien à voir. Donc, le maître d'ouvrage, bien évidemment, il faut le sensibiliser à tout ça. Et encore plus les maîtres d'ouvrage publics. Et c'est là où c'est difficile. Et je ne vous cache pas que j'ai eu la chance de commencer ma carrière avec des vignerons qui avaient un petit peu d'argent. Non, mais il faut dire les choses. Mais quand j'ai des gens qui viennent me voir pour des maisons en paille, des machins, en fait, maintenant j'ai plein de solutions à leur donner, parce qu'en fait, j'ai expérimenté chez les vignerons. Et c'est pour ça que j'arrive à avancer et à rendre le truc de plus en plus accessible. Et c'est ça qui est intéressant. Donc oui, ça coûte un petit peu plus cher. Entre une cuverie faite en béton, isolée en laine de verre, et une cuverie une cave comme je vous l'ai montré ici, t'as 20% en plus, en fonction des choix, des finitions, des trucs, des machins. Après, les vignerons travaillent aussi... Le vigneron bourguignon travaille une image, mais une image cachée. Il a besoin que... Alors c'est drôle parce que mes premières commandes, c'est souvent des femmes vigneronnes qui étaient très en conscience de leur travail et qui voulaient que leur bâtiment soit dans la continuité dans la continuité de la gestion de leur vigne. Voilà. Et les autres caves que vous faites en Alsace, vous affranchissez de la forme de l'œuf, ou bien c'est toujours... Ah non, chaque projet est complètement différent. Oui. Parce que chaque projet est dans un lieu et chaque projet est un usage unique. Il n'y a pas un vigneron qui a le même process. C'est extraordinaire.
Et c'est là où c'est intéressant. Après, vous appelez Atelier Zéro Carbone. Oui. Sur le projet de l'offre, vous avez dû être frustré d'aller chercher du matériau aussi loin, parce que le bilan carbone n'est pas très bon, entre guillemets, avec les déplacements des matériaux, etc. Donc l'idée, après, c'est de susciter des filières locales. Alors pour la cave de l'œuf, la terre, elle venait de Lévigne. C'est juste les roseaux qui avaient en Camargue. Les roseaux de Camargue. Alors, il faut aussi considérer ce qui est loin et pas loin. Aller chercher des roseaux en Bourgogne, ça n'existe pas. Mais justement, à un moment donné, c'est aussi pouvoir aller jusqu'au bout du raisonnement intellectuel et autres, et se poser la question de quel matériau on a. C'est l'exemple qui va être présenté le 5 novembre, je fais de la publicité, par Mathilde, où effectivement, quand ils ont construit la maison de paille en Montargis, c'est ça, c'est qu'ils avaient les matériaux locaux. C'est aussi une autre approche. Alors cette approche, je l'ai, mais je ne peux pas... comment vous expliquer ? J'ai rencontré beaucoup d'architectes qui voulaient être à 100% dans le respect de toutes leurs convictions, mais qui au final n'arrivaient rien à faire. C'est un peu dur ce que je vous dis, je vulgarise un peu, c'est pas pour me protéger, mais je pense que dans ce que je fais, j'arrive peut-être pas à être à 100%, mais peut-être à 90%. Et entre de l'architecture conventionnelle et ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, avec les filières qu'on a développées, l'artisanat qu'on a développé dans notre région, parce que maintenant les charpentiers, on en a formé, pas que nous spécifiquement, mais en donnant ce type de projet. Ils se sont mis à travailler avec le bois local, ils se sont mis à travailler avec la paille locale, ils se sont mis à utiliser des enduits terre, de la peinture à l'ocre, de la pierre de nos carrières. Et quand je vous dis que je travaille principalement avec ces 4 matériaux, en fait ces 4 matériaux, ils sont ultra locaux. Là, vous vous êtes focalisé sur le roseau, entre guillemets, mais à l'époque, je n'ai pas trouvé un autre matériau qui était très bon pour être support de la terre. Voyez, c'est ça aussi qui est difficile quand on est architecte, c'est qu'il il faut apporter une réponse à beaucoup de contraintes. Et donc, on ne peut pas, à un moment donné, je ne vais pas balancer les projets juste parce que sur un matériau, je ne suis pas allé à 100%. Voyez. Ma philosophie, c'est ça, c'est d'aller le plus loin possible, de tendre vers, mais pas de devenir extrémiste, parce qu'à un moment donné, je pense que quand on est trop extrémiste, on va frustrer les maîtres d'ouvrage, on va arriver sur des comportements assez agressifs presque, et moi je ne veux pas aller vers ça, ça ne m'intéresse pas. Moi je travaille beaucoup avec mes maîtres d'ouvrage, ils choisissent aussi avec moi, ils font aussi un peu les conceptions avec nous. Je ne suis pas dans le geste architectural de la génération d'avant, mais vraiment dans cette idée qu'on fait les choses ensemble. Alors il n'y a pas que le maître d'ouvrage, il y a les entreprises, pas plus tard que... On est quel jour là ? Vendredi, pas plus tard qu'hier après-midi, vous voyez, j'étais sur un nouveau projet, on était sur le site, il y avait le bureau d'études structure, l'entreprise de pierre et l'architecte, et on a presque construit le projet ensemble, chacun en amenant son savoir-faire, etc. C'est une réunion géniale, parce que pleine de discussions, pleine d'envie, etc. Et j'ai envie de prendre du plaisir aussi tous les jours dans mon métier, donc voilà. Et puis chaque projet, on progresse aussi sur des thèmes qu'on a peut-être échoué. Par exemple, vous voyez les fondations en pierre, que j'ai pas réussi à faire la cave de l'œuf, ben là je suis en train d'y arriver sur un autre projet. Voilà. Je peux pas tout faire d'un coup en fait. Je fais par étapes. Je trouve que c'est plus constructif. C'est mon approche. Voilà. Il n'y a pas d'autres questions ? Oui, d'abord bravo pour la fraîcheur de votre exposé qui régénère. Et en quoi sont faites les ailes de la pomme de pin ? Les ailes, elles sont faites en carbone. Mais vous voyez, je suis d'une toute transparence avec vous. Le client, c'est qui ? C'est quoi ? C'est un grand domaine c'est un domaine, c'est des vignerons qui ont décidé de faire un complexe touristique un peu surprenant et qui nous ont donné, qui nous ont dit, Manu, Marine, on a envie de faire trois cabanons un peu rigolos, faites-nous des propositions. C'est pas collaboratif dans le sens collaboratif qu'on peut entendre aujourd'hui avec des post-it au mur et tout le bazar. C'est vraiment des échanges de travail entre 2 maîtres d'ouvrage et 2 architectes dans la bonne humeur. Vous voyez, j'aime ça, ouais, c'est un peu moins. Putain, j'ai vu cette référence l'autre jour, ça m'a vachement plu. Tiens, qu'est-ce que t'en penses ? Vous voyez, c'est des maquettes qu'on amène. Voilà, ça se passe comme ça. J'ai une question concernant votre crèche. Vous avez fait ou qui est
Là, Pour renouveler l'air intérieur. Pour renouveler l'air intérieur, donc on a beaucoup de ce qu'on appelle c'est le terme anglais qui me vient là, les cross ventilation, beaucoup de systèmes en fait où chaque pièce peut être passivement aérée avec des fenêtres hautes, des fenêtres basses et transversantes bien sûr. Et puis ensuite on a un système de ventilation double flux où je vais plus vers des gaines rigides, inox de préférence, non souples, pour pas que ça se... Voilà, donc on essaye d'optimiser tout ça. On est sur un marché public, hein, donc on est moins dans notre zone de confort. Donc à l'école mécanique, enfin, à l'école électrique, je veux dire. Ouais. Ventilation. Ouais. Parce qu'on peut pas, malheureusement, j'arrive à faire des pas en avant. Là, vraiment pour cette crèche, le défi, c'est de faire prendre conscience à la région qu'on met nos gamins dans des trucs un peu dangereux. Le sujet de la ventilation, je ne l'ai pas pris comme un défi pour ce truc-là. Je pouvais pas. C'était pas entendable encore pour eux, quoi. Pourtant, j'en connais des systèmes de ventilation passive. Hein. J'ai travaillé pour Bill Dunster, les systèmes de ventilation passifs avec les Wincowl et tout le bazar. J'ai toutes les fiches techniques. J'ai essayé de les caser 20 000 fois en France. J'y arrive pas. Puis bon, il faut que je vive aussi, quoi. Donc, non mais derrière j'ai 10 salariés, donc j'ai 10 salariés, on a commencé il y a 12 ans, c'était pas facile non plus, quoi. Maintenant c'est vachement plus facile parce que tout le monde a vachement évolué, vachement plus à l'écoute, mais il faut quand même que je fasse bouffer 10 personnes et je peux pas tout refuser parce que tout à coup je peux pas mettre ma Wincowl dans le projet, je peux pas. Quelles sont les énergies de chauffage avec lesquelles vous travaillez? Alors par exemple, le domaine où vous avez vu le complexe no-touristique, là, avec tous les petits projets, on a développé un concept, enfin pas un concept, une procédure où on tire les sarments des vignes, on les broie, on les sèche et on s'en sert pour la production d'eau chaude sanitaire et de chauffage. Tout le site est chauffé au sarment. Super. J'y arrive pas à chaque fois, hein, mais là j'y suis arrivée. On a les chaudières qui brûlent. Ouais. Pas mal. Aujourd'hui aussi dans notre région, vous savez, au mois de janvier, quand on tire les sarments, on les brûle dans des brouettes. Ça fait plein de petites cheminées très jolies. Pollution au CO2 maximum, hein. Mais maximum. Donc là, il commence à y avoir des politiciens qui se disent « Ouais, on est en train peut-être de faire des conneries. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire des filières pour récupérer ce bois l'utiliser dans les chaufferies. Ah bah tiens, on va aller visiter le domaine Trappet qui a fait ça avec l'atelier zéro carbone. Voilà. Donc vous voyez, c'est des moyens aussi, quand ponctuellement on arrive à faire des évolutions, à permettre à d'autres de venir les visiter. Et ça, c'est sympa comme tout, quoi. Voilà. Sinon, je mets beaucoup de panneaux thermiques quand je le peux sur les toitures pour coupler avec les sarments ou avec la biomasse, etc. Quand les architectes des bâtiments de France... C'est ça hein, aussi. Hein. Regardez, pas plus tard que mardi, j'étais en réunion avec l'architecte des bâtiments de France de Dijon. Et là, je lui ai dit, mais Séverine, tu te rends compte, l'architecte, il devient complètement schizophrène, quoi. On est dans la transition écologique, on doit toucher à aucune toiture, et on a des demandes de clients vachement compliquées. Et elle me dit, je sais bien Marine, mais je t'interdis de mettre des panneaux sur le toit pour produire de l'eau chaude. Je dis, putain, mais on va où, quoi? Je sais qu'il faut prendre soin du patrimoine, mais... Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, c'est vachement compliqué de se positionner, quoi. Donc là, on est en train de se dire avec les clients, ok, on va déposer une déclaration préalable sans les panneaux thermiques, et puis ils vont les mettre un peu à la sauvette. Non mais bon, vous voyez ce que je veux dire? Il faut placer le curseur du risque en fonction de ses convictions. Et c'est pas facile, c'est pas facile. Là, je vous parle du patrimoine. Hein. Après, moi, je suis en milieu rural, hein, donc une fois que je sors des zones qui sont... voilà, j'arrive à faire des choses plus simplement quand même. Vous avez parlé tout à l'heure pour les fondations qui étaient en béton sur la carte de l'œuf que vous aviez ensemencé ou vous aviez informé le béton. Oui. Est-ce que sur les orbitaires, vous faites la même chose? Non, je ne l'ai pas fait. C'est à tester. Oui, complètement. On a fait des essais là, sur un bâtiment à Toussy dans l'Yonne. D'accord. Dans du terre et avec l'entreprise, du coup, on a fait des essais avec de la terre informée et des échantillons non informés. Génial. Donc, j'ai pas vu les résultats sur le temps. Ouais. Non, parce que là, c'est le temps qui... C'est dur, hein.
Mais en tout cas, on a testé. Et je pense qu'il y a déjà sans doute des retours d'expérience. Ah bah je serais très contente que vous m'en fassiez. Voilà, et puis là, je suis en train de concevoir une cave. Du coup, c'est le petit rendez-vous que j'avais jeudi après-midi avec l'entreprise et tout. Une cave. Alors là, je leur ai fait un défi 0 béton, 0 CO2. 0 matériaux transformés et 0 béton pour la cave. Résultat, dans un an, je reviens vous voir, je vous montre. Bon, alors là, complètement. Je sais où c'est le verre maintenant. En fait, tout ce qui m'arrive, c'est l'unique chose, c'est que j'ai, tout au début de ma carrière, j'ai décidé de surtout pas faire de conventionnel. Là, ça, c'est un peu extrême. Mais c'est grâce à ça, en fait, que maintenant, j'arrive à avoir des commandes hyper facilement. Je fais aucune pub. Hein. Les gens viennent nous voir juste parce qu'on fait ça. C'est un luxe. J'ai plus à me battre maintenant. J'ai plus à démontrer. J'ai plus à expliquer. J'ai plus... Non. C'est presque les maîtres d'ouvrage qui disent « Marine, on va peut-être essayer d'aller un peu plus loin quand même. » Ah bah ok. Non, c'est sympa comme tout. Voilà. Vous avez constitué un réseau avec des confrères architectes sur ces préoccupations-là. Je pense à une ancienne archi du CAE, qui est à Retournac, dans la Haute-Loire, et qui a fédéré des artisans et qui fait ce type d'expérimentation. Enfin, c'est plus de l'expérimentation, c'est comme vous, ça fait 10 ans qu'elle en fait. Oui, oui. Bah, on est beaucoup à le faire, ouais. Mais je vais être franche avec vous. Vous êtes individualiste, comme tous les architectes. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Voilà, ça prend du temps. Ça prend du temps de chercher, de rencontrer, d'échanger, etc. C'est super, je suis d'accord. Mais je pense que dans la vie, il y a des étapes. Moi, j'ai monté mon agence à 28 ans. J'ai bossé comme une dingue. Je me suis concentrée pour créer les systèmes constructifs, pour apprendre à gérer une agence, à gérer une équipe, à rencontrer des entreprises, à former des entreprises dans ma région et tout ce que je vous ai raconté. Là, je viens d'avoir 40 ans. Je sens que j'ai une inertie de fonctionnement extrêmement intéressante. Maintenant, j'arrive à aller en chantier sans aucun document, tout faire de tête, gérer les gens comme ça avec beaucoup de facilité. Et je pense que du coup, dans quelques années, j'aurai du coup du temps qui va se dégager très naturellement pour commencer à passer à la phase de transmission et de rencontre. Voilà. J'ai aussi 2 enfants. Et moi, je tiens à mon équilibre familial parce que j'adore mes gamins. J'adore passer du temps avec eux. Je prends tous mes mercredis après-midi avec eux. Je ne travaille pas le week-end. Je les dépose à l'école le matin et je les récupère le soir. Et je ne veux pas prendre du temps en plus le soir, le week-end pour aller rencontrer des gens parce que je considère que mes enfants entre 0 et 15 ans, il faut que je sois avec eux à fond pour faire des super êtres humains. Et donc je pense que la vie c'est des étapes. Et j'attendrai le moment où j'irai voir la nana de Bretagne, la nana du sud de la France, etc. On apprécie d'autant plus que vous soyez venus ce soir. Alors des conférences, j'en fais beaucoup parce que j'adore en fait venir. Non, mais je trouve ça hyper sympa de venir voir les gens, etc. Après, rencontrer des architectes qui en fait, ils sont aussi dans leur milieu, ils sont dans leur environnement, etc. Et c'est vrai qu'on échange, on peut échanger des choses, mais comment vous expliquer ? En fait, ce qui importe, c'est le réseau local, plus que d'aller chercher, en tout cas pour moi, pour le moment. Voilà. Mais ouais, je manque de temps, j'arrive pas à tout faire, tout ce que je voudrais. Voilà. Si je m'écoutais, j'irais sur le bateau de SOS Méditerranée, j'irais aider les migrants, j'irais chercher les gamins qui sont dans... non, mais je veux dire, je peux vous parler de tous mes projets, mais je peux pas tout faire. Je ne peux pas tout faire. Voilà. Là, j'ai de la chance d'avoir une agence qui marche, j'ai de la chance d'avoir une super équipe. Je continue encore un peu, quoi. Puis à 45, 50 ans, je réviserai un petit peu mes trucs. Une petite provocation, parce que je ne sais pas faire autrement. Oui, je vois bien. Le documentaire sur Ricciotti. Le documentaire de Rudy Ricciotti récemment, sur la Sainte, je crois. Eh bien, ce soir, je suis à l'hôtel toute seule, donc je pense que je vais regarder. Et je vous promets vous faire un retour demain matin. Sur son côté provocateur ou sur qu'est-ce qui... Ouais. En disant qu'il faut arrêter avec le coton plaqué, que toutes ces conneries, qu'il faut faire du béton, parce que le béton, il n'y a que ça de. Alors le béton, bon, il dit ce qu'il veut, hein, et j'aime bien son côté provocateur. Mais le béton, je l'ai beaucoup étudié.
Et en fait, j'ai la chance d'avoir dans le village d'à côté de Nuit-Saint-Georges une entreprise qui s'appelle Stoker, qui fait du béton bas carbone. Alors ce qu'il fait, dans le béton, vous savez, le béton c'est composé avec de l'eau, du sable, et ce qu'on appelle du clinker. Le clinker, c'est un matériau de déo-fourneau qu'on prend et qui crée le béton. Et ce monsieur a trouvé des alternatives. En fait, il prend du calcaire brut pour remplacer le clinker. Et en fait, avec cette méthode de travail-là, on arrive à réduire de moitié l'impact CO2 du béton employé. Donc quand j'emploie du béton, parce que je suis obligée de l'employer, les fondations, les machins, tout ça, quand je fais des gros bâtiments à 4-5 millions où il y a des trucs énormes à construire, et ben j'essaye d'aller vers ça. Vous voyez, c'est pas topissime, mais c'est déjà un peu moins pire. Voilà. Et puis pour l'utilisation, il y a la question du sable aussi, bien sûr, mais dans notre région on en a quand même pas mal aussi. Il faut savoir d'où il vient. Vous voyez, ça devient d'une telle complexité qu'en fait il faut simplifier tout ça. Il faut travailler toujours un peu avec les mêmes matériaux. Il faut très très bien les connaître, mais toujours les mettre en œuvre un petit peu différemment pour créer à chaque fois une architecture différente. Voilà. En fait, on n'est plus des architectes de catalogue. On choisit la porte, on choisit la cloison, tout ça. Non, ça ne marche plus comme ça. On revient vers l'artisanat. C'est hyper intéressant. Et du coup, j'aurai pas de troisième enfant parce que j'ai pas de temps. Merci beaucoup, c'est très sympa. Merci.